Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Axel Dupuis. Je suis associé au sein de nos équipes tech chez KPMG. Je suis responsable de nos activités ESG Tech and Data et numérique responsable. Je suis accompagné aujourd'hui de Greg et Mokhtar. Oui, bonjour à tous, Greg Gibier, je suis consultant senior avec une expertise en numérique responsable et donc j'accompagne les clients dans la mise en œuvre d'une stratégie numérique responsable pour notamment les DSI et les organisations. Je me présente également, je suis Mokhtar Bouraoui, je suis responsable du numérique responsable à Cassis. Mon rôle est de développer et mettre en place la stratégie globale Green IT au sein du groupe. Merci Mokhtar. Donc on va vous parler de numérique responsable aujourd'hui, de Digital Sustainability et plus particulièrement de la dimension environnementale de l'IA. Je vais commencer cette keynote par un chiffre. Savez-vous que le numérique aujourd'hui représente à l'échelle globale 4% des émissions de gaz à effet de serre. 4%. Il y a de quoi tomber de sa chaise. C'est déjà 2 fois le secteur de l'aviation. Donc on est sur quelque chose d'assez important, d'assez conséquent. Et on est sur quelque chose qui va aller en croissant. Le phénomène va s'accélérer puisqu'on est sur une croissance d'à peu près 10% par an qui va nous amener à 8% d'ici à 2030. Et l'IA va être en grande partie, en tout cas un facteur qui va jouer un grand rôle dans cette accélération. Alors, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un peu plus de l'IA. En effet, donc on va vous parler de la... Vous m'entendez ? Donc on va vous parler de la face sombre de l'IA, de l'impact environnemental, mais on va aussi vous parler d'un certain nombre de convictions qu'on a pour optimiser cette empreinte et aller vers une IA plus durable, une IA plus responsable. Alors, avant de parler d'IA, on va vous parler de numérique responsable en particulier, pour 2 raisons. Déjà, parce que l'IA, finalement, c'est une technologie du numérique, ce n'est qu'un sous-ensemble du numérique. Et 2, toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes recettes qu'on va trouver en matière de numérique responsable, en fait, vont pouvoir s'appliquer et se décliner sur l'IA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le numérique responsable, c'est une discipline dont une grande partie de DSI se sont déjà emparés. On a une étude KPMG Trends of IT qu'on va dévoiler dans les prochains jours qui indique qu'à peu près 90% des DSI ont lancé une réflexion numérique responsable, déjà avec un certain nombre d'actions, ne serait-ce que sur la sensibilisation. Et on a à peu près un tiers des entreprises qui ont formalisé et structuré une stratégie numérique responsable et un programme numérique responsable, dont KCIS, que l'on accompagne depuis à peu près 6 mois. Et donc on va commencer par vous faire un petit retour d'expérience sur ce programme numérique responsable chez KCIS. Et ensuite, on reviendra plus spécifiquement sur l'IA, ses impacts environnementaux, les causes racines, et on cherchera également à essayer de réconcilier au final le numérique, l'IA et l'environnement. Merci Axel. Peut-être avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, KCIS est un établissement bancaire filiale du groupe Crédit Agricole et de Santander. Nous sommes leaders européens de l'asset servicing et figurant parmi les acteurs mondiaux les plus importants de ce domaine. Nous sommes implantés aujourd'hui dans 18 pays et comptons parmi nous à peu près 7000 collaborateurs. KCIS offre une gamme complète de produits et de services à ses clients, qui sont notamment les sociétés de gestion, les investisseurs institutionnels, des services tels que la conservation des actifs. Nous jouons également le rôle de banque dépositaire, d'administration de fonds et faisons également le support à la distribution de fonds. Donc, il faut dire qu'à fin mars 2024, KCIS a atteint un niveau record d'encours conservés à hauteur de 5 000 milliards d'euros et de 3 400 milliards d'euros d'encours administrés. Le groupe continue d'investir chaque année dans le système d'information et les logiciels leader du marché, tout en investissant bien évidemment dans le développement de ses collaborateurs.
Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, nous sommes aujourd'hui dans un monde en constante évolution. La responsabilité environnementale est devenue un impératif incontournable. Comme l'a rappelé Axel, le numérique aujourd'hui est à 3,84% des émissions mondiales de CO2. Alors, les études disent que la part des terminaux est aujourd'hui à hauteur de 79%, les réseaux à 5% et les data centers à 16% à peu près. Donc, le groupe Crédit Agricole et ses filiales, soucieux de l'impact environnemental de nos activités, s'engagent à aller vers un numérique plus responsable. Et c'est dans ce cadre-là, et en lien avec le projet sociétal du groupe, qu'on est fier aujourd'hui de vous présenter la démarche Green IT 2003-2025 de Cassis, une démarche audacieuse et engagée pour réduire l'impact environnemental de nos activités, tout en, bien sûr, en continuant d'investir vers des technologies au service de nos clients et de nos collaborateurs. La démarche Green IT s'intègre et s'inscrit pleinement et naturellement dans la stratégie globale ESG-CSR du groupe. Et je pense que je vais finir par... J'arrête de faire durer le suspense. Concrètement, la démarche Green IT, on est accompagné par Greg et KPMG pour la partie implémentation, et elle se décline sur 4 piliers majeurs qui sont d'abord l'évaluation de l'empreinte globale de l'IT, la promotion des bonnes pratiques numériques responsables dans les projets. Après, il y a la partie aussi intégration de l'écosystème dans cette démarche à travers des achats IT plus responsables. Et pour finir, de la sensibilisation, de la formation des collaborateurs IT et autres. Oui, merci Mokhtar pour l'introduction de ces 4 piliers qu'on va vous détailler. Donc, le premier pilier, et c'était très intéressant de travailler avec Cassis sur le sujet, puisque tout de suite, on a compris ensemble que la DSI avait un impact sur l'environnement, et on s'est posé la question de l'évaluation de cet impact. Et donc, on a travaillé dans un premier temps justement sur évaluer l'impact carbone, les émissions de gaz à effet de serre du système d'information. Et donc pour ça, on s'est basé sur des normes et des méthodologies éprouvées. Mais on a aussi surtout travaillé avec le centre d'excellence ESG de KPMG pour avoir l'expertise la plus fine possible pour adresser les besoins de KCIS. Alors, comment on a procédé? En fait, la première étape, c'était l'identification déjà des différents postes d'émission, qui sont notamment le data center, le workplace, le cloud, la part des collaborateurs IT dans cette empreinte carbone, mais également l'impression papier et la gestion des déchets. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'on arrive à avoir cette évaluation qui va nous permettre dans le temps de pouvoir se comparer année après année et de pouvoir mesurer l'impact des différents leviers de réduction qu'on implémente. Ouais, le deuxième pilier et qui fait le lien avec cette approche macroscopique, c'était de descendre au niveau des projets IT. Comment on fait en sorte de mettre de la maturité dans les projets IT? Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un asset qu'on met à disposition de nos clients, qui est un accélérateur et qui nous permet justement d'évaluer, à l'image d'un Nutri-Score, évaluer un éco-score de projets IT qu'on va venir mettre en œuvre à chaque phase du projet, dès la conception, et qui va venir adresser un certain nombre de bonnes pratiques dans toutes les phases du projet et pour des profils spécifiques. L'UX designer, l'architecte, etc., vont tous avoir en fait leur rôle à jouer dans la mise en place de bonnes pratiques Green IT. Oui, concrètement, comment on a utilisé cet asset pour le projet pilote? C'est qu'on est parti d'une évaluation initiale avec une attribution de note 2G, puis évolution vers la note D pour mesurer le progrès. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'on ne se limite pas à l'évaluation, bien sûr, mais on en profite pour identifier et appliquer les bonnes pratiques numériques responsables. L'étape d'après, bien évidemment, c'est le passage à l'échelle. C'est de pouvoir étendre cette démarche sur tous les projets et l'appliquer systématiquement dès la phase de conception. Le troisième pilier de cette stratégie numérique responsable, c'est finalement d'intégrer l'écosystème de KCIS dans cette démarche et de ne pas seulement travailler sur l'empreinte carbone de KCIS, mais aussi de travailler sur l'empreinte carbone et même les impacts plus globalement de ses fournisseurs. Et donc pour ça, on a analysé la chaîne d'approvisionnement, on a regardé quelles étaient les notations
de performance extra-financière de ces fournisseurs. Et l'idée, c'est de pouvoir justement les sélectionner, choisir et faire en sorte d'avoir une chaîne d'approvisionnement plus responsable. Oui, tout à fait. Donc, avec l'aide de Greg et de KPMG, donc nous avons pu identifier les questionnaires fournisseurs qui sont précis et adaptés à nos fournisseurs. Donc, le but derrière, c'est de pouvoir intégrer cette démarche-là dans le processus d'achat pour que les enjeux de Green IT puissent être suivis correctement, si j'ose dire, par nos achats KCIS. Et enfin, le dernier pilier concerne la sensibilisation, la formation, l'acculturation en fait, dans l'organisation des profils IT, mais aussi des profils non IT. Et donc, l'enjeu pour nous et pour KCIS, c'était de trouver les formats les plus adaptés aux besoins, les formats certifiants, mais aussi de trouver des formats qui vont permettre de diffuser du contenu à l'égard de profils spécifiques, comme on l'avait dit, puisqu'on va se rendre compte que dans toute cette chaîne de valeur de l'IT, eh bien, on va avoir des besoins qui diffèrent en fonction des profils. Et là, sur ce périmètre-là, ce qu'on se donne comme objectif, c'est de pouvoir former, certifier 25% de la population IT au niveau mondial. Au-delà des formations, on fait bien sûr de la sensibilisation en interne groupe à travers des sessions de sensibilisation, formation adaptée à chaque type de profil. Et je pense qu'on a fait le tour des 4 piliers Greg. Donc nous avons essayé de vous faire une synthèse de la démarche globale numérique responsable chez KCIS, conscient des défis inhérents à ce domaine. Maintenant, l'émergence de l'IA pose des questions et des défis supplémentaires. Et c'est là que je vais laisser la parole à Axel et Greg pour rentrer un peu plus dans le détail de ce sujet-là. Ouais, merci Mokhtar pour ce retour d'expérience. En effet, on rentre au cœur du sujet. Finalement, on parle du numérique responsable et le numérique responsable intègre cette dimension qui est l'IA. Et cette IA pose nombre de questions. Là, je vais laisser Axel nous répondre à cette première question. Axel qui était sur BFM il y a encore quelques jours et qui maîtrise très bien ce sujet. Axel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'impact environnemental de l'IA? Quelles sont les causes de cet impact? On vous a beaucoup parlé de numérique parce que, en l'occurrence, comme on le disait dans l'introduction, l'IA, ce n'est qu'un sous-ensemble du numérique. Donc concrètement, les causes racines de l'impact environnemental lié à l'IA, on va retrouver forcément l'impact sur la production des matériels en amont, qui forcément, en tout cas pour ce qui concerne le numérique, compte pour une bonne partie, une bonne majorité de l'impact environnemental. Et puis, bien entendu, toute la phase d'utilisation, mais on va rentrer un peu plus en détail sur la partie IA, et notamment la consommation d'électricité. Aujourd'hui, à l'échelle globale, l'électricité est encore largement carbonée, et donc forcément, il y a un impact carbone au final. Quand on parle de l'IA, bien entendu, si on regarde l'ensemble du cycle de vie, on va avoir, bien entendu, le développement, la conception des modèles, mais également leur phase d'entraînement, et ensuite la phase d'utilisation qu'on appelle inférence. Et aujourd'hui, en fait, force est de constater qu'on a assez peu de données en fait, sur le cycle de vie dans sa globalité des modèles IA. On va avoir plutôt des chiffres qui vont être en lien avec la consommation électrique. Un certain nombre de sociétés vont communiquer là-dessus. Mais on va avoir très peu de données sur une analyse de bout en bout, multicritères. On va au mieux avoir des données sur l'électricité. Il y a quelques études qui ont été publiées il y a quelques temps, mais déjà sur un modèle ou deux, et sur uniquement une phase du cycle de vie de l'IA, à savoir la phase d'entraînement. Il y avait notamment une étude sur GPT-3. Mais à nouveau, on est sur une partie infime finalement du cycle de vie de l'IA, puisqu'on ignore, on met de côté en tout cas toute la phase d'utilisation et également tout l'impact environnemental qui va être lié à l'amont, à la création, à la production des matériels. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme chiffre? Aujourd'hui, on a un Google qui communique sur le fait, ils ont estimé que la consommation électrique liée à leur cas d'usage IA se situe entre 10 et 15%. On a également l'Agence internationale de l'énergie qui estime qu'entre 2022 et 2026, la consommation électrique des data centers va doubler.
Et juste pour donner un peu un ordre de grandeur, en fonction des scénarios, on se retrouve sur l'équivalent de la consommation électrique d'un pays comme la Suisse et dans les pires scénarios d'un pays comme l'Allemagne. Donc on commence à avoir un petit peu la tête de l'objet. Et là, on parle d'une accélération beaucoup drivée par l'IA, également par la crypto, il ne faut pas non plus l'oublier. Mais voilà, on voit en tout cas des estimations un peu macroéconomiques, mais plutôt sur une dimension qui est la consommation électrique, mais rien sur l'empreinte de bout en bout de l'IA. Axel, est-ce que tu peux nous dire comment va évoluer ce phénomène au cours du temps? Quelles sont les projections à venir vis-à-vis de l'impact environnemental de l'IA? Alors, bien entendu, on n'est qu'au début de l'histoire. Enfin, en tout cas, l'IA, mais ça fait longtemps que ça existe. Aujourd'hui, ce qui nous anime beaucoup et toute l'excitation qu'on trouve autour de Vivatech cette année, c'est surtout sur l'IA Gen. Donc on va avoir bien entendu une démocratisation des usages, une multiplication des usages, donc forcément voilà, il va y avoir l'impact environnemental à la clé. Les modèles vont continuer à grossir, on est un petit peu dans une logique bigger is better aujourd'hui, et on voit entre GPT-1 et GPT-4, même si on n'a pas des données clairement partagées par OpenAI, qu'on a fait, il me semble que c'est x1000 sur la taille des modèles. En termes de nombre de paramètres, donc c'est quelque chose de significatif. On va avoir un certain nombre de modèles qui vont devoir être réentraînés. Et puis, bien entendu, parce qu'on est un peu sur une course à l'échalote où il faut aller toujours vers plus de capacité de calcul, plus de capacité de stockage, etc., on va avoir un besoin de renouveler les matériels de plus en plus fréquemment. Merci Axel pour ces éclairages. Donc on voit que l'IA a un impact environnemental, l'IAG a un impact environnemental. Quels sont les leviers à mettre en œuvre? Comment on peut faire pour promouvoir une intelligence artificielle plus responsable, plus durable? Alors, je pense qu'il y a trois leviers. Il faut qu'on aille vers plus de transparence, plus d'efficacité, notamment énergétique, et plus de sobriété. Premier point, plus de transparence. Et là, j'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, sur le fait qu'on a assez peu de données sur le sujet. Si on veut que les entreprises soient en capacité de prendre des décisions éclairées, il leur faut de la donnée. Le premier chantier qui était évoqué par Mokhtar tout à l'heure, dans la dynamique numérique responsable chez Cassis, mais de manière générale, c'est la mesure. Alors, on n'optimise que ce qu'on mesure. Donc, sans un peu de données qualifiées, un peu standardisées, en fait, on ne va pas arriver à grand-chose. Et c'est là où le régulateur peut jouer son rôle pour inciter les entreprises du secteur à partager plus de données. Le deuxième point, c'est le sujet de l'efficacité. Et là, ça va plutôt concerner les entreprises du secteur qui vont, pour les opérateurs de data center, les hyperscalers, les Google, Amazon, Microsoft, elles vont optimiser l'empreinte environnementale de leur data center. Déjà, c'est un premier point. Elles vont aller chercher plus d'énergie décarbonée. Et enfin, les entreprises qui développent les modèles, elles peuvent mettre en place un certain nombre de méthodes dites d'éco-conception pour optimiser l'empreinte environnementale de leurs modèles. De toute façon, elles vont avoir intérêt à le faire parce qu'il y a une corrélation directe entre le coût de l'énergie et puis l'empreinte environnementale. Et on voit qu'il y a un certain nombre de techniques pour faire ça, pour optimiser la mémoire qui va être utilisée par les modèles ou pour diminuer le nombre de paramètres s'ils n'ont pas forcément un intérêt dans la performance du modèle. Et donc le troisième point, c'est le point de la sobriété. Et là, c'est plutôt un point qui s'adresse aux entreprises qui vont consommer, utiliser des services d'IA. Et là, on est un peu sur la même logique que ce qu'on trouve dans le numérique responsable de manière générale. Alors, ça ne veut pas dire à sobriété qu'on retourne à l'âge de pierre et qu'on est un frein à l'innovation, parce qu'on peut souvent être perçu comme ça. C'est pas du tout l'objet. En fait, l'objet, c'est vraiment de mettre en place une approche raisonnée, basée sur une analyse avec de l'information. Et un peu la même manière qu'on va construire des business cases en regardant la dimension économique, et ben, il faut juste ajouter la dimension environnementale. Et c'est en l'occurrence ce que tu évoquais tout à l'heure, Greg, sur l'asset pour pouvoir évaluer la performance des projets IT. Donc voilà, en tout cas, c'est une approche raisonnée pour pouvoir prendre des décisions éclairées et pas juste faire n'importe quoi et prendre l'IA à tout va. Aussi parce que les modèles ne se valent pas. Et donc avoir une approche étayée par des données permettra de prendre des bonnes décisions. Il y a une étude intéressante qu'on avait vue avec Greg qui montrait qu'entre un modèle
d'IA classique et un modèle d'IA générative, on peut avoir un impact 30 en termes énergétiques pour le même résultat au final. Donc il ne faut pas non plus promouvoir l'IA gène à tout va. L'IA classique, la bonne vieille IA, si je puis dire, marche aussi très bien. Merci Axel, on a vu les leviers pour promouvoir une IA plus durable. On parle ici des impacts environnementaux de l'IA comme un problème, mais en fait l'IA peut aussi être une solution pour réduire les impacts environnementaux. On parle de AI for Green, d'AI for Sustainability, AI for Good. Axel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet ? Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la face sombre de l'IA. En l'occurrence, l'IA peut être aussi, et c'est ce qu'à mon avis, on va avoir pas mal de cas d'usage sur le salon ces prochains jours, sur voilà, des cas d'usage qui finalement qui positionnent l'IA comme un bon, peut-être pas c'est le meilleur allié, mais en tout cas un bon allié pour assurer la transition écologique, la transition énergétique, et permettre également potentiellement de gérer, d'atténuer les impacts du changement climatique. On va retrouver des cas d'usage assez classiques autour de l'agriculture de précision, mais en fait l'IA vient apporter un accélérateur. C'est des cas d'usage qui existaient déjà depuis un certain temps, mais l'IA vient accélérer et optimiser finalement ces cas d'usage. L'agriculture de précision, par exemple, vous allez collecter la donnée satellite ou au niveau des sols pour pouvoir améliorer les rendements tout en optimisant les ressources. Donc on peut réduire la quantité en eau, par exemple, pour un même rendement in fine. On va avoir des cas d'usage autour de tout ce qui est optimisation énergétique des bâtiments. Là, encore une fois, en s'appuyant sur de l'IoT et ensuite de l'IA pour pouvoir optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement. Et puis d'autres cas d'usage qui vont être en lien avec la modélisation climatique, l'anticipation des risques climatiques, etc. Et alors au global, Axel, quel est le bilan environnemental ? Est-ce que l'IA pourra nous permettre de sauver la planète ? Alors là, c'est un petit peu la question du bilan, la somme des externalités positives et négatives. Est-ce qu'au final, on s'y retrouve ? Est-ce qu'il faut y aller à fond et développer des cas d'usage d'IA à foison parce que c'est ce qui va sauver la planète et nous, y compris ce faisant. C'est difficile de le dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats d'experts sur le sujet et on n'est pas capable de trancher. Donc je vais peut-être être sceptique peut-être. Les plus optimistes, comme Google par exemple, nous partagent le fait qu'ils estiment en tout cas que l'IA peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre de peu près 10% d'ici à 2030. C'est pas rien, c'est à peu près l'équivalent des émissions liées à l'Europe. Donc voilà, on est sur quelque chose de significatif. Par contre, si on regarde et on fait des observations aujourd'hui aux US par exemple, l'IA est également responsable du décalage dans le temps de la fermeture de centrales à charbon. Voilà. Pourquoi ? Parce que pour répondre à une croissance des besoins en électricité, et donc on trouve pas mieux que de maintenir des centrales à charbon. Donc voilà, on va rester optimiste quand même pour terminer. En tout cas, nous, ce que vous pouvez faire si vous utilisez l'IA ou si vous allez utiliser l'IA de plus en plus, c'est d'avoir une approche orientée sur la sobriété, à nouveau, prendre des décisions éclairées, inclure la dimension environnementale dans vos business cases pour aller et faire votre part en matière de durabilité. Je vous remercie. Merci Axel, merci Mokhtar pour cette présentation. Il nous reste 1 minute 30. On est disponible pour répondre à vos questions, si vous en avez. N'hésitez pas à lever la main. Je pense qu'on a été clair. Je pense qu'on a été assez clair. J'ai une question sur les retours d'expérience que vous avez actuellement. Est-ce que vous avez beaucoup de missions au sein du cabinet qui sont liées à la sobriété numérique ou bien aborder une approche un petit peu plus green au sein des DSI ou quelque chose comme ça ? Et si oui, comment est-ce que vous abordez ? Alors, bonne question. Donc là, je dois dire que j'indiquais le chiffre tout à l'heure de 90% des DSI se sont emparés du sujet. Nous, ce qu'on constate sur le marché, c'est que les premières entreprises qui sont parties sur le sujet sont les entreprises des services financiers. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, l'outil de production dans ces entreprises-là, que ce soit les banques ou les assurances, c'est l'IT. Ça peut être entre l'assurance et la banque, ça peut être entre 30 et 40% du scope 2 qui va être lié à l'IT, donc c'est quand même pas neutre.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a Mokhtar avec nous aujourd'hui. Hein. Donc on a plutôt travaillé avec des banques et des assurances, mais on voit le phénomène en tout cas s'accélérer et on commence à travailler de plus en plus avec des entreprises hors services financiers. Dans les TMT, donc tout ce qui va être télécom, médias, également, on va retrouver là également une empreinte de l'IT qui va être significative au bord de l'entreprise. Et comment on fait alors ça dépend de la maturité des entreprises. On va d'abord justement travailler sur une évaluation de cette maturité pour ensuite définir une approche sur mesure. Mais très souvent, on a une première étape qui est liée à la définition d'une stratégie, d'une feuille de route. Et ce n'est pas quelque chose qui se met en place d'un coup de baguette magique. Hein. C'est vraiment des programmes. On bosse avec Mokhtar depuis plus de 6 mois, mais je pense que l'initiative était lancée encore avant ça. Oui, on a commencé en juin 2023, je pense. Ça fait à peu près 1 an, du coup. Donc, on ne va pas s'arrêter là, c'est clair. Voilà, il faut vraiment prendre ça comme des programmes de transformation. Et in fine, l'idée, c'est de pouvoir embarquer, intégrer toutes les pratiques numériques responsables dans l'ADN de la DSI. Donc, ce n'est pas juste des petites opérations ici et là. Je passe sur du cloud, etc. C'est comment est-ce que j'opère et je fais évoluer ma gouvernance du SI en intégrant la problématique numérique responsable. En fait, pour compléter, Axel, le driver reste la sobriété à tous les étages. Quelle que soit la technologie derrière, on travaille sur le projet dans tout le cycle de vie, du cadrage des besoins jusqu'au déploiement. Et après déploiement, on surveille si les services sont consommés ou pas pour pouvoir décommissionner s'il n'y a pas de réel besoin derrière. Donc, quelle que soit la technologie, j'ai envie de dire que la stratégie et la démarche est la même. Merci à tous pour votre écoute. Bonne journée. Et merci à vous. À plus tard. Au revoir.